S'il vous plaît, avant de donner la parole à ce panel tout à fait exceptionnel et de remercier aussi Monsieur le ministre de sa présence parmi nous, dire quelques mots en hommage à un très grand entrepreneur français, à un homme qui a eu à la fois l'intuition et la vision, qui tout au long de son parcours a su combiner modestie et audace, et qui, d'une manière unique, a eu le talent, dans son groupe, dans son entreprise, de mêler la tradition et la modernité. Cet homme nous a quittés il y a quelques jours. C'était un des plus grands entrepreneurs français. Je crois que nous tous, entrepreneurs, et vous tous aussi, même si vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous aimez l'esprit d'entreprise. Ensemble, nous garderons longtemps dans notre esprit sa mémoire. Et je crois aussi que ce qu'il a apporté à notre pays, à son économie, sera là pour longtemps, longtemps. Alors pour rendre hommage clairement au nom de tous les entrepreneurs réunis ici à l'Université d'été du MEDEF, je voudrais qu'on réserve un tonnerre d'applaudissements au groupe Ricard, représenté ici par toute une équipe qui depuis des années sponsorise l'Université d'été, et en les remerciant, nous saluons Patrick Ricard ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde qui s'intègre dans la thématique générale de ces universités d'été, thématique générale qui est intégrée. Et donc le sujet que nous allons traiter maintenant est l'autorité, trop ou pas assez d'autorité. Vous en conviendrez tous, c'est un thème à la fois large, essentiel et d'actualité. Large, c'est toute la question de l'autorité dans une société démocratique comme la France, avec ce que l'on considère souvent comme une certaine crise de la démocratie, de toutes les institutions, la politique bien sûr avec l'abstention, mais aussi l'école, les églises, les syndicats, la perte de repères des jeunes. Autorité également, bien sûr, sur tout ce qui concerne la sphère économique et sociale, autorité, concertation. Et puis, autorité, on peut aussi, bien évidemment, il faut aussi l'entendre sur le plan international, avec la question de l'autorité, en particulier des régimes, justement, autoritaires, voire des dictatures. Et face à ces régimes, eh bien, le rôle des institutions internationales, l'attitude que doivent adopter les États démocratiques. Donc, un thème large, un thème essentiel, avec ces concepts d'autorité, d'adhésion, de contrainte, de consensus, eh bien, on touche au fondement de la démocratie, notamment de son développement et de son avenir, démocratie et mondialisation. Et puis enfin, un thème d'une actualité brûlante, on peut le voir aussi bien pour des pays comme le nôtre, avec la grande crise économique et les réformes à mener, autorité, consensus, et puis bien sûr au plan international, avec les suites du printemps arabe d'il y a quelques mois et aujourd'hui même la guerre civile en Syrie. Alors pour en débattre, 9
grandes personnalités autour de moi. Je vais les présenter en commençant par la droite, dans l'ordre. Dimitris Tsitsiragos est le vice-président de l'IFC, la Société financière internationale. Elle fait partie du groupe de la Banque mondiale et M. Tsitsiragos est chargé en particulier de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. À ses côtés, Madame Lula Zaklama, qui est présidente du groupe de communication RADA au Caire et donc qui a vécu et qui continue à vivre véritablement sur place en direct les événements d'Égypte. À ses côtés, vous avez reconnu Michel Pébro, qui est le président d'honneur de BNP Paribas. À mes côtés, bien sûr, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. À ma gauche, Pascal Lamy, directeur général de l'OMC. À ses côtés, Diane Ducret, qui est écrivain, essayiste, chercheur, auteur notamment récemment de Femmes de dictateurs. À ses côtés, Dominique Régnier, qui est professeur des universités à Sciences Po et qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. À ses côtés, Randa Kassis, qui est anthropologue syrienne en exil à Paris, mais qui a été présidente de la coalition des forces laïques et démocratiques syriennes et ex-membre du Conseil national syrien. Enfin, à ses côtés, merci pour elle. Enfin, à ses côtés, Raphaël Glucksmann, qui est journaliste, réalisateur, mais comme le journalisme mène à tout, il est aujourd'hui conseiller du président géorgien Saakachvili, notamment sur les questions européennes. Voilà, écoutez, je vous propose d'entrer directement dans ce débat. Débat, je l'ai dit, large, donc, et je propose à chacun des intervenants de faire un premier tour de table, en limité malheureusement dans le temps, parce qu'on veut ensuite pouvoir véritablement échanger, dialoguer, donc limité autour de 5 minutes pour chacun des intervenants. Et comme il faut bien donner la parole à quelqu'un pour commencer, je propose que ce soit Dominique Régnier, politologue, chercheur que tout le monde connaît, peut-être pour justement un tout petit peu cadrer ce débat qui est très large et revenir peut-être un peu sur ce concept d'autorité. Dominique Régnier. Merci. Bon, quelques remarques, chers amis, pour cadrer ce concept énorme qui va nous occuper dans cette discussion et qui est, comme chacun ici le sait très bien, central. Une première remarque pour indiquer que, puisque c'est le thème de ces universités d'été, cher Laurence Parisot, il n'y a pas d'intégration sans autorité. Et poser la question de l'intégration, c'est effectivement poser la question de l'autorité. Une deuxième remarque que je voudrais faire, qui me paraît particulièrement importante, et qui est que l'autorité n'est pas à confondre avec le pouvoir. L'autorité n'est surtout pas à confondre avec l'exercice de la contrainte. L'autorité, cela consiste à faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément. On peut le faire de deux manières, en utilisant la contrainte purement physique ou bien par l'autorité en obtenant un consentement à l'obéissance. Ce qui suppose, dans l'exercice de l'autorité, de justifier les actes que l'on veut faire accomplir, que l'on croit devoir faire accomplir. Et donc, il y a un vrai contresens à considérer que la crise d'autorité est une crise de la contrainte. L'exercice de la contrainte révèle la crise de l'autorité. Mais ce n'est pas par la contrainte que l'on règle une crise de l'autorité. On règle une crise de l'autorité si on constate qu'il y en a une. On règle une crise de l'autorité en déployant les vraies raisons qu'il y a de se soumettre à l'obéissance, de se soumettre au commandement qui est donné, donc de partager avec l'autorité les raisons pour lesquelles il y a quelque chose à faire. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est probablement moins une crise de la contrainte qu'une crise de la justification ou une crise de l'exercice de ces pouvoirs qui détiennent une autorité et qui ont le sentiment parfois de ne plus véritablement pouvoir l'exercer. Il y a une situation historique singulière que jamais, en tout cas je le crois, jamais l'autorité n'a eu à affronter. L'autorité est un fait anthropologique, il n'y a pas de société sans autorité. Il n'y a même pas de phénomène social, y compris dans les sociétés ou dans les nations, sans qu'il y ait autorité. Mais nous n'avons historiquement jamais connu une telle profusion d'éléments qui altèrent l'exercice de l'autorité.
Je vais bien sûr les lister très rapidement, j'en donne quelques-uns pour indication avant de terminer, puisque le temps indiqué vous a été précisé. D'abord, la question de la langue. Comment dire l'autorité? Et comme vous le savez tous ici très bien, par toute une série de raisons techniques et culturelles, la langue même de l'autorité est aujourd'hui fragmentée, éclatée. Par exemple, l'explosion de l'image et le poids que prend l'image aujourd'hui dans l'acte de parler, par opposition, je dirais, avec l'exercice de l'autorité par l'écrit traditionnel. Je pourrais également citer la relation que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir de plus en plus souvent à ce que dit l'autorité, qui ne passe plus par la simple lecture ou la simple audition, mais des interfaces tactiles, vocales, gestuelles, qui n'ont jamais été imaginées par ceux qui exercent l'autorité. Et donc un changement radical. Par la quantité de paroles aujourd'hui que notre société planétaire produit. Évidemment, comme vous le savez, nous n'avons jamais produit autant de textes, autant d'images, autant de récits, autant de discours. Cette espèce d'océan discursif eh bien, rend plus compliqué la production d'un discours qui peut faire autorité. La deuxième série de causes, c'est l'interlocuteur, celui qui reçoit le commandement n'est plus du tout le même. Ça a été dit tout à l'heure, notamment par le président de Clercq, de façon à la fois puissante et très belle. Les individus, de plus en plus souvent, nous le savons également, appartiennent à plusieurs mondes, reconnaissent plusieurs loyautés, les enchâssent, les hiérarchisent, et chacune de ces loyautés est liée à une forme d'autorité. Elles ne sont pas toujours harmonieuses entre elles, il y a des formes de concurrence, de compétition. Il est très difficile aujourd'hui, dans un monde où la multi-appartenance est de règles, il est très difficile d'exercer une seule autorité, autorité par l'identité, par la religion, par la préférence politique, etc. etc. Qui sont aujourd'hui les figures de l'autorité? On pourrait les lister, elles sont toutes en crise et pour des raisons différentes. L'entrepreneur, le politique, le religieux, le savant, ce serait une liste qu'il faudrait bien sûr détailler. Les symboles de l'autorité, les rituels de l'autorité, comment exprimer aujourd'hui la magie, le charisme de l'autorité? C'est une question d'autant plus difficile, et je voudrais terminer par là, je ferai à peu près 5 minutes, qu'il y a, comme vous le savez bien, comme nous le voyons, une sorte d'énorme machine permanente à destituer les autorités par les moyens nouveaux de la communication qui contiennent des éléments d'un progrès considérable, mais en même temps, par l'extrême visibilité, l'extrême proximité, l'extrême accessibilité, contredisent ce que l'autorité réclame comme distance, comme charisme, comme supériorité pour pouvoir s'exercer. Et le dernier élément que je soulignerai, et qui est à mon avis le fondement de la crise de l'autorité aujourd'hui, c'est la situation révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons, historiquement, où tout est inédit, si bien que les autorités sont toutes prises en défaut ou bien de compétences à tel moment, ou bien de compréhension, parce que le monde est devenu très complexe et très différent, et donc ont plus souvent tendance à exprimer une forme de désarroi qu'une forme de certitude. Merci Dominique Régnier. Vous parliez de situation révolutionnaire. Je vous propose d'écouter maintenant Madame Lula Zaklama, qui est donc présidente du groupe de communication Rada au Caire et donc qui, j'imagine, va nous parler de ce qui se passe et ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant en Égypte avec la révolution égyptienne. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de MEDEF de m'avoir invité à participer à ce panel de si haute distinction. Je vous demande pardon si pendant mon interprétation, je veux parler un peu en anglais, je veux dire quelques mots en anglais parce que le français, ce n'est pas ma première langue. Alors, je vais sauter. Et on vous remercie de vous exprimer en français, ce qui est déjà un bel hommage pour nous. Merci. Bon, je viens de l'Égypte, le cœur du printemps arabe. Comme le proverbe arabe le dit, mes mains sont au feu. Et je vis chaque moment de la révolution du 25 janvier avec ses conséquences positives et négatives. Le monde entier a été concentré sur l'Égypte depuis janvier 2011. Ce qui a commencé en Tunisie et en Égypte, que les jeunes se sont révoltés contre les dictateurs, se transfère à livrer le pouvoir dans les mains des islamistes politiques. Une surprise pour nous tous, c'est la Libye, qui est un cas différent, où les libéraux ont emporté la majorité pour le moment. Nous,
en Égypte, nous avons eu notre part de dictateurs depuis le premier pharaon il y a 7000 ans. Mais permettez-nous d'analyser comment un souverain devient-il un dictateur. Souvent, la plupart des dictateurs ne sont pas nés des dictateurs. C'est la culture, les gens autour d'eux, la manque de communication, la manque de la beauté de l'écoute à leur peuple, qui les transforme au fil du temps de devenir des dictateurs. Gouvernant seuls, one-man show comme on dit, ou femmes, n'écoutant plus le peuple ni les conseils des sincères autour d'eux. Et le concept d'autocrate est adopté. Cela peut conduire, dans plusieurs cas, des dictateurs qui forment des pactes ou des alliances perverses basées sur leurs propres agendas, avec un conséquent assez négatif pour la démocratie. Ce qui m'amène à mon domaine d'experte, l'importance de la communication, ou plutôt, je peux dire, le manque de celle-ci dans notre région et surtout en Égypte. Notre ex-président Moubarak, dans ses premières années de présidence, était un souverain humble, modeste et très proche de son peuple. Alors que les années passent et sous l'influence des gens autour de lui, avec leurs propres agendas, il a commencé le parcours du one-man show, isolé de son propre peuple. Les dictateurs, en général, vivent dans un état d'isolement, n'écoutant pas la voix du peuple, l'homme de la rue. Ce qui les mène à sous-estimer les mouvements puissants qui conduisent à des révolutions et par conséquent le renversement de leur régime. Permettez-moi de vous donner l'exemple de la révolution égyptienne en ce qui concerne la communication. Moubarak a sous-estimé la puissance, la révolte, la gravité des demandes. Il vivait dans un état de déni et il n'a pas communiqué pendant les 3 premiers jours de la révolution. Il était complètement en déni. Et puis, finalement, après 3 jours, il a parlé pendant 40 minutes et il n'a rien dit. Comme vous dites en français, il parle beaucoup pour ne rien dire. Eh bien, mes chers amis, la question qu'on se pose, s'il avait bien communiqué, et surtout immédiatement, en répondant aux demandes, son destin aurait-il été différent? Moi, personnellement, je dis certainement oui. Bon, faut-il négocier avec un dictateur? Pourquoi pas? Mais seulement sur des bases solides et définitives, bien définies, que le dictateur doit partir. Mes chers amis, ni les embargos, ni les interventions militaires ont réussi à résoudre les problèmes à court terme. Seule la puissance de la communication diplomatique, basée sur la réalisation des promesses, peut produire des résultats positifs. La hausse de la morale consciente, fondée sur des valeurs, est un élément essentiel pour résoudre les problèmes. L'avenir du leadership, qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership est défini comme suit: vision et action. Une vision sans action est un rêve, mais une action sans vision est un cauchemar. Oui, nous devons soutenir nos souverains, mais ils doivent mettre en œuvre leurs promesses. Ils doivent communiquer avec nous leur vision, leurs actions, avec honnêteté, réalisation des promesses et surtout la transparence et la responsabilité. Ce n'est certainement pas facile pour la gérance des dictateurs de ce monde. Ils détestent le changement. Ces souverains ne peuvent pas faire face aux réalités d'accepter le changement, qu'ils le veuillent ou pas. En conclusion, le titre de la session, quand il est trop ou manque d'autorité, eh bien, moi, je n'ai pas de réponse absolue. Mais ce que je peux dire, il faut y avoir assez de puissance pour imposer les règles de la loi, pourtant ne jamais négliger les facteurs fondamentaux de l'humanité,
dont tous les citoyens de ce monde en ont le droit. Merci de votre écoute. Merci. Puisque nous sommes, la discussion est partie sur les dictatures, on est bien évidemment, me semble-t-il, obligé de nous tourner vers la Syrie et demander à Randa Kassi, qui d'ailleurs sortira peut-être également de ce cadre syrien, ce qu'elle a à dire sur cette idée d'autorité, de dictature, d'intégrisme. Oui. Bonsoir. Il est vrai que chaque pays a quand même, ou on va dire, est différent de l'autre dans ce monde arabe. La Syrie, quand même, il y a, on va dire, la société syrienne est formée de plusieurs composantes et minorités. Alors, quand on parle des minorités, nous ne parlons pas seulement de minorités chrétiennes ou religieuses, mais nous parlons aussi des minorités idéologiques, ethniques, etc. Et voilà, qui peut nous mener à reformer la Syrie de notre façon. Alors, toujours, on a l'habitude d'entendre en fait qu'il y a une majorité sunnite ou musulmane en Syrie et une minorité chrétienne, qui n'est pas vraiment le cas, parce que une minorité, d'abord, les musulmans ne pouvons pas les mettre dans le même sac, les islamistes ne pouvons pas les mettre dans le même sac aussi, alors mieux de rediviser cette société à nouveau. Alors, nous avons bien sûr plusieurs minorités. Les Kurdes qui font 12 à 15% de la population syrienne, les chrétiens 8%, les alaouites 12%, les druzes, etc. Plus bien sûr, c'est-à-dire il ne faut pas oublier aussi les laïcs syriens qui sont aussi des sunnites, des chrétiens de partout. Alors toutes ces minorités quand même, ou on va dire la majorité de ces minorités ne soutiennent pas aujourd'hui vraiment l'insurrection ou la révolte en Syrie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y a la crainte de l'inconnu, il y a la montée de l'islamisme. Alors, ce qui était au début de la révolte, qui était quand même des manifestations, des contestations pacifiques, ne l'est plus aujourd'hui. On est passé à une autre phase, c'est l'armement des civils, et c'est ça ce qui est le plus dangereux. Nous parlons toujours de l'armement. C'est vrai que le régime est tyrannique, ça nous sommes d'accord, mais je veux dire, quand nous voulons combattre ou quand nous combattons un régime autoritaire, un régime répressif, nous devons savoir que nous combattons aussi toute pensée répressive. Alors, il n'y a pas que le régime à combattre, il y a les islamistes, il y a la pensée totalitaire qui est en Syrie, qui est en train de monter aujourd'hui en Syrie, c'est à combattre. Nous ne pouvons pas gagner cette révolte si nous n'arrivons pas à convaincre les minorités, et surtout, là je parle de la communauté alaouite qui soutient le régime d'Assad. Pourquoi ils soutiennent le régime d'Assad? Ce n'est pas parce qu'ils veulent garder ce pouvoir d'une façon absolue, mais c'est aussi, ils ont peur d'une persécution, des massacres après la chute d'Assad. Alors cette communauté-là vit dans une peur, elle devient plus rigide. Les autres, nous voyons qu'en Syrie, chaque groupe devient plus rigide. Il y a aujourd'hui ce qui était avant le cas, au début des 4-5 mois, qui était quand même, il y avait cette diversité, ce richisme de pensée. Il n'y est plus aujourd'hui. Nous sommes face à deux camps, un camp anti-Assad et un camp pro-Assad. Et il y a la masse silencieuse, cette masse qui ne veut pas soutenir ce régime, mais qui ne veut pas aussi, on va dire, soutenir aussi le camp anti-Assad, par peur des islamistes. Alors, nous parlons toujours, il y a plusieurs mois que, moi personnellement, j'ai alerté plusieurs fois sur cette montée-là. On la voit aujourd'hui de plus en plus. On voit quand même des vidéos qui montrent des violations
contre bien sûr les humains, des égorgements, des atrocités. Alors, ce que nous devons faire avant tout, c'est que d'abord, il faut que les opposants syriens condamnent ces violations. C'est ça ce qu'il faut, ce que nous devons faire. Et après, travailler sur la transition. Même si Bachar al-Assad demain tombera, le conflit, de toute façon, la crise syrienne continuera. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'Assad, c'est autre chose. Nous combattons tout simplement pour ce pluralisme dans ce pays. Et de là, je peux dire que peut-être nous devons travailler sur ces minorités, sur la masse silencieuse, parler avec même la communauté alaouite, travailler sur les défections d'alaouites. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas vu des défections des grands généraux de la communauté alaouite, qui sont alaouites. Alors travailler sur ça, c'est ça le plus important, et travailler sur le partage de pouvoir après Assad. Le pouvoir ne sera pas, de toute façon, juste dans les mains des islamistes, mais il sera dans les mains de toutes les composantes dans la société syrienne. C'est ça ce que je peux dire pour l'instant sur ce qui concerne la Syrie. Je crois que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de culture. Travailler sur le changement des mentalités n'est pas facile et ne pourront pas l'appliquer de jour au lendemain. C'est travailler sur pas mal des générations. C'est la culture qu'il faut changer. C'est la culture qui est déjà chaque être dans cette société a un esprit répressif. Pourquoi? Pour une seule raison, que ça fait des décennies qui ont été opprimés, alors ce qui est tout à fait normal, qu'ils ne peut même pas voir l'existence de soi-même en face de l'autre qui lui est différent. Alors, c'est une culture que chaque individu syrien a appris de supprimer l'autre pour exister. Alors, il faut changer cette culture-là et je crois qu'il faut commencer par travailler sur le pluralisme de ce pays. Merci. Merci. Diane Ducret, vous êtes intéressée aux dictateurs, et notamment par leurs femmes, je l'ai dit récemment dans un livre. Au-delà de ça, vous êtes chercheure, historienne, donc sur à la fois ce thème de la dictature, mais également plus largement de la crise de l'autorité. Alors, je ne dirige aucune organisation politique de renom ou économique comme mes confrères. J'ai bien du mal déjà avec mon propre budget, imaginez. C'est donc en historienne que je propose un éclairage tout à fait simple. C'est que du patriarche hébreu à l'Inca, du roi africain au sultan, la figure d'autorité se retrouve dans toutes les civilisations. Nous sommes arrivés aujourd'hui, après le déchaînement de barbarie qui a ravagé l'Europe au début du XXe siècle, à une véritable phobie de l'autorité. C'est devenu un mot honteux duquel on a peur. Cette figure d'autorité qui se retrouve depuis la naissance des pharaons, comme le rappelait Lula Zaklama tout à l'heure, elle est le garant de la représentativité d'un homme, de sa légitimité à gouverner les autres. Et toutes tirent cette légitimité d'une autorité du passé, d'une tradition séculaire dont ils seront le gardien ou le dépositaire. C'est Hannah Arendt qui, la première, s'est posée justement au début du siècle la question de la crise d'autorité, qui rappelle, en se demandant d'où vient cette légitimité, d'où vient cette autorité, qu'elle vient avant tout du passé. Le christianisme a offert à l'Occident des siècles de royauté adoubée que l'on n'a jamais osé remettre en cause. Et puis nous avons décidé un jour de nous offrir une voie originale, inédite dans l'humanité, celle de devenir des gouvernants laïques, où l'homme qui va gouverner les autres va faire fi de l'au-delà, faire fi du passé, faire fi des traditions dont il était le dépositaire. Il va devoir conquérir son autorité sur les autres et la gagner sur lui-même. Pendant très longtemps, cela a été suite à ses victoires militaires. Mais aujourd'hui, dès lors que l'Europe a été pacifiée, rassasiée de barbarie, comment retrouver cette autorité? C'est un défi jeune d'un siècle, pour nous en France, que cette question-là. Il a été relevé par de nombreux hommes qui ont su résister à la tentation de l'autoritarisme jusqu'à présent.
Mais dès lors qu'aucun Dieu ne vous donne votre pouvoir, aucun homme ne peut vous le borner. Et le gouvernant, qui n'est, lui, qu'un homme, s'enivre de sa toute-puissance. Il lui prend alors des désirs irrésistibles de conquête, face auxquels les démocraties tendent le bâton, menacent, parlementent, signe qu'elles ont elles-mêmes perdu le sens de leur autorité, ou qu'elles ne savent plus vraiment sur quelle valeur se base cette autorité-là. Et comment le politique actuel, qui est l'héritier de ce formidable défi, peut-il retrouver sa légitimité de l'intérieur? Comment, face à ceux qui se sont enivrés de leur propre pouvoir, faire preuve d'autorité sans utiliser leur arme favorite, celle des autoritaristes, celle de la peur? Tous se trouvent des ennemis, je les ai étudiés. L'autorité n'est pas en crise pour tous, figurez-vous. Ceux qui sont les enfants de l'autoritarisme ne connaissent pas la crise de l'autorité. Pour Saddam Hussein ou Fidel Castro, ceux qui créent une mythologie de leur personne comme le héros qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la douleur, personne ne reviendrait à mettre en cause leur autorité. C'est le cas pour nombreux caïds également, dans certains quartiers sensibles, qui sont ceux qui n'ont peur ni de la police, ni d'une balle dans le mollet, et c'est de là qu'ils tiennent leur autorité. Hélas, tous ces dictateurs qui se trouvent des ennemis, mettent leur pays sous tension, sous embargo si possible, font apparaître la peur dans ceux qu'ils gouvernent, et ils apparaissent comme ceux qui ne tremblent jamais. Cette menace sécuritaire, cette violence urbaine est parfois, hélas, utilisée à tort par certains de nos politiques pour réaffirmer une autorité en crise. Ils doivent savoir que ce procédé détruit leur autorité car il le conditionne à un réflexe primaire et qu'à ce jeu-là, c'est toujours le dictateur qui gagne. Je voudrais terminer sur une citation de Saddam Hussein, grand maître peur, qui a su l'infliger à de nombreuses personnes dans l'histoire. « Si votre chien est jeune et petit, vous pouvez l'effrayer, le frapper et le punir de diverses manières. Mais quand il a grandi et forci, vous devez bien réfléchir avant de tenter de lui faire peur et de le taper. Il pourrait vous mordre. Imaginez maintenant que vous ayez sous vos ordres une centaine de chiens autour de vous. Oui, un chien effrayé finit toujours par mordre. » C'est un constat assez dramatique. La crise de l'autorité en a effrayé beaucoup. Certains ont agité le fantôme de la peur. Cela a donné lieu au nazisme. Espérons qu'aujourd'hui, cette crise de l'autorité ne soit pas reprise par d'autres qui agitent de nouveaux fantômes de la peur et qu'elle ne accouche pas de l'islamisme en Europe. Merci Diane Ducret. On va sortir un peu des dictatures, mais en s'intéressant sans doute à un autre pays qui a connu des épreuves sérieuses ces dernières années, c'est la Géorgie, et donc avec Raphaël Glucksmann, qui donc aujourd'hui, je le répète, est conseiller du président géorgien Saakashvili. Alors comment la question de l'autorité se pose dans un pays comme la Géorgie ? Elle a été résolue le jour où une jeune fille de 29 ans a pris la tête de la police et a renvoyé 100% de la police. Donc la Géorgie a été pendant assez longtemps après la révolution qu'on a appelée la révolution des roses. C'est pour ça que je suis particulièrement admiratif de la couleur qui a été choisie. Dans cette université, on a connu une sorte de spontanéisme assez impressionnant et c'est ça qui m'a, moi, conduit, jeune documentariste, tout frais diplômé de Sciences Po, à m'établir sur place et à essayer d'accompagner les Géorgiens dans leur transformation démocratique et leur intégration européenne. Je voudrais juste revenir, et je retournerai en Géorgie, je voudrais juste revenir sur le terme d'autorité et l'analyse qui a été faite, que je partage totalement. Je pense juste que le problème principal, le problème premier, c'est pas celui de l'autorité. Que le problème de l'autorité, il déroule d'un problème qui est encore plus fondamental, qui est celui de la confiance. Aujourd'hui, ceux qui exercent l'autorité et ceux qui subissent l'autorité ou ceux sur lesquels l'autorité s'exerce n'ont plus confiance. Et ils n'ont plus confiance en quoi ? Ils n'ont plus confiance dans les principes qui justifient cette autorité. Et à mon avis, la question, elle se pose à la fois dans les questions d'intégration à l'intérieur des frontières nationales et dans la question des relations avec les dictatures à travers le monde. Le grand problème, selon moi, c'est l'absence de confiance des leaders politiques, économiques et des leaders et des citoyens dans les valeurs, dans les principes qui fondaient l'autorité républicaine et qui fondent le projet européen.
peut-être parce qu'on est resté trop longtemps dans une sorte d'entre-deux, qu'on n'a pas assumé jusqu'au bout les principes et les valeurs qui guidaient la construction européenne. Le fait est qu'il y a ce sentiment aujourd'hui de régime autoritaire qui pense triompher, et je pratique à distance un régime qui n'est pas très libéral, qui est le régime russe, et la manière dont ils perçoivent l'Europe comme une société en crise, parce que l'Europe n'est pas capable d'affirmer jusqu'au bout son processus d'intégration et qui n'est pas capable d'affirmer jusqu'au bout la confiance qu'elle devrait avoir en ses valeurs. Et pourtant, moi, je suis ici pour délivrer un message d'espoir, parce que je pense que quand on reste dans les frontières de l'Union européenne, on a tendance à être gagné par le pessimisme, c'est la crise. Les valeurs et les principes sur lesquels l'Europe est fondée sont contestés à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Et pourtant, l'Europe, quand on va sur ses marges, reste un moteur de transformation politique et sociale, un idéal qui n'a absolument pas été atteint par la crise qu'on sent à l'intérieur. Les révolutions arabes, en fait, sont la confirmation que les principes sur lesquels nous avons construit l'Europe au sortir de la Deuxième Guerre mondiale sont des principes qui font rêver l'humanité tout entière. Et travaillant dans un pays comme la Géorgie, je peux vous dire qu'à chaque réforme qui engage la Géorgie sur la voie d'une intégration plus poussée de l'Europe, la perspective européenne est un moteur de transformation culturelle, morale, sociale et économique qui n'a pas d'autre égal dans le monde. Même quand il y a un soutien américain, les gens spontanément rêvent d'Europe. Et pour moi, le moment clé qui est celui du moment des révolutions, pas du tout des révolutions bolcheviques, mais au contraire des révolutions du XXIe siècle, qui sont des révolutions pacifiques jusqu'au recours à la force des régimes autoritaires. Les révolutions de couleur à l'est de l'Europe que moi j'ai suivies depuis la Serbie jusqu'à l'Ukraine, c'est des révolutions qui veulent être sans violence. Ce qui se passe quand un dictateur fait tirer sur son peuple, c'est qu'ensuite ça se transforme en guerre civile. Mais à l'origine, c'est des aspirations à des révolutions sans violence. Et ce qu'elles nous disent, c'est que spontanément, les gens adhèrent aux principes sur lesquels nous avons fondé l'Union européenne. Et que donc, si on se décidait nous-mêmes à promouvoir ces principes de manière cohérente au niveau fédéral d'une union fédérale, peut-être alors l'Europe serait le leader du monde de demain. Voilà. Merci. Dimitris Tsitsiragos, donc vous êtes vice-président de l'IFC, donc qui travaille avec la Banque mondiale. Comment un organisme comme le vôtre intervient pour le développement des pays dans le monde, et en particulier, quelle est votre attitude face à des régimes dictatoriaux? J'aimerais, moi, parler un peu, pardonnez mon français, je vais aussi m'exprimer en français, pardonnez les fautes. Et on vous en remercie, chaleureusement. Comme je représente un organisme qui finance les projets du secteur privé, on parle aux représentants du secteur privé, j'aimerais me concentrer au secteur privé et le rôle que le secteur privé peut jouer au développement économique donc, dans tous les pays du monde dont on parle aujourd'hui. Et spécialement, j'aimerais me concentrer un peu dans le monde arabe. Et on parle d'une transition politique dans le monde arabe aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que la révolution, le printemps arabe a aussi lié avec des problèmes politiques qui existaient et existent toujours dans le monde arabe aujourd'hui. Et les défis de la région sont considérables. Les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient font face à des taux de chômage très élevés, notamment parmi les jeunes, qui représentent un tiers de la population, et spécialement les femmes. De plus en plus, le prix des produits de l'alimentation ne cesse pas d'augmenter et l'accès à l'eau, à l'électricité, aux moyens de financement reste difficile pour les gens de la région. La croissance rapide des populations, le manque d'intégration régionale et les mauvais climats d'investissement rendent la situation encore plus compliquée.
Toutefois, il faut se rappeler que ces problèmes ne sont pas nouveaux. Avant le printemps arabe, la région faisait face aux mêmes défis, même si le peuple n'osait pas se plaindre autant que maintenant. Il y a eu beaucoup d'efforts pour aider la croissance, pour changer le climat, pour donner des opportunités au secteur privé. Mais en même temps, le secteur privé, à ce moment-là dans la région, et même aujourd'hui, a été lié avec le gouvernement, a été lié avec les autorités. Et aujourd'hui, se voit la perception du secteur privé dans cette région est négative. Et si la région va changer, et si la région va commencer va aller vers la croissance, le secteur privé a un rôle très important à jouer. Et je trouve que aussi avec l'urgence de la manque de moyens publics qui est évident, c'est que le donne à ce secteur privé une opportunité très très importante et pour travailler avec le secteur public et compléter le travail du secteur public. Les entreprises publiques ou privées, comme vous savez très bien vous tous, créent la plupart des emplois et contribuent à l'amélioration des services. Les gens de la région du Moyen-Orient, les gens de la région de l'Afrique du Nord, ils demandent de meilleurs services, ils demandent de postes d'emploi. Ces investissements peuvent donner aux populations l'espoir d'une vie meilleure. Cependant, comme j'ai mentionné avant, le secteur privé ne jouit pas toujours d'une bonne réputation. Il faut convaincre le peuple des bénéfices des investissements privés et les rassurer que ceux-ci peuvent être réalisés de manière responsable et transparente. Un secteur privé qui est responsable, motivé, peut aider le gouvernement à améliorer certains domaines comme la gouvernance, la transparence et le respect des normes internationales. C'est quelque chose que les gens de cette région, et pas seulement la région, je le disais, de l'Afrique du Nord, c'est toute la Méditerranée, c'est quelque chose que les gens demandent. Et il ne faut pas, on ne dit pas que le secteur privé a la vocation à remplacer les actions du gouvernement élu, mais plutôt travailler avec eux et des autres parties prenantes afin d'augmenter le niveau de vie des populations en favorisant la bonne gouvernance et le développement économique durable. Ça, c'est quelque chose que c'est aujourd'hui la demande. Et il faut travailler et nous, comme en organisation, on travaille avec des secteurs privés, on travaille avec le gouvernement, mais notre objectif est de travailler d'une façon qui est transparente, de transmettre dans les pays d'où on fait des investissements des standards les plus élevés, les standards globaux et internationaux, pour montrer à ces pays, aux entrepreneurs de ces pays, comment ils peuvent travailler eux-mêmes. Et l'objectif, c'est de permettre aux populations d'échapper à la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Michel Pébreau, un certain nombre de choses ont déjà été dites. On pourrait peut-être revenir sur le contexte général aujourd'hui. Est-ce que la crise économique qui frappe une grande partie de la planète change quelque chose en termes d'autorité des pouvoirs, autorité des pouvoirs locaux, autorité des instances internationales? Oui, merci. Je suis confus de m'exprimer après des personnalités qui sont confrontées à des problèmes d'autorité aussi fondamentaux, aussi vitaux, aussi essentiels. Et donc mon témoignage ne peut être que mineur par rapport à celui qu'ils viennent de présenter. Alors, je crois effectivement que la crise met en évidence un certain nombre de problèmes d'autorité à l'échelle internationale qui rejoignent certaines des préoccupations qui ont été exprimées jusqu'ici. En effet, que révèle cette crise? Premièrement, qu'il est indispensable que chaque pays prenne ses responsabilités pour traiter les problèmes qui lui sont posés. Et donc que les gouvernements dans ces pays aient l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les solutions aux problèmes qui sont posés. Le problème d'autorité est un problème compliqué dans les régimes démocratiques, et donc nous trouvons là une question d'autorité qui est, si je puis dire, symétrique de celle que nous venons d'évoquer, jusqu'où l'autorité dans un pays démocratique, l'autorité politique, peut-elle aller pour traiter un problème en période de crise? Ce n'est pas une question facile. Mais la crise met en évidence aussi une autre réalité, qui est que lorsque la crise devient mondiale,
il n'y a pas de solution qui ne soit mondiale. Et donc la question qui se pose est celle de l'existence d'une autorité qui serait capable d'assurer les coordinations nécessaires au niveau adapté pour, en quelque sorte, faire converger l'ensemble des économies concernées vers des solutions. On a vu que face à la crise, les grands pays ont créé le groupe des 20, qui doit permettre précisément d'être une instance au sein de laquelle s'élaborent de telles solutions, d'une part, et se coordonnent les politiques. Mais on a vu aussi qu'après une première réunion très prometteuse de ce groupe, il s'était progressivement étiolé, faute d'avoir une légitimité. Le pouvoir est indissociable de la légitimité. De même, en ce qui concerne l'Europe, on voit bien que l'Europe est aujourd'hui confrontée à un problème grave, qui est celui de la crise des finances publiques dans un certain nombre de pays. Ce problème ne peut être réglé que d'abord par des solutions nationales qui impliquent pays par pays que l'on prenne les décisions nécessaires pour se remettre en ligne avec, si je puis dire, les engagements que l'on a pris dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, donc les 3% de PIB de déficit public, et ensuite une réduction progressive dans le temps de la dette publique pour revenir dans le cadre des 60% du produit intérieur brut qui avait été initialement prévu. Mais on voit bien aussi qu'on a besoin au niveau européen de progrès qui permettent, comme cela a été dit il y a un instant par Raphaël Glucksmann, de démontrer la capacité de l'Europe en tant que telle, et de la zone euro en particulier, d'aller plus loin dans la construction européenne pour rassurer les investisseurs sur le caractère pérenne de la monnaie dans laquelle est libellée leur créance, l'euro. Et donc, en même temps que doivent être réalisés des progrès sur le plan national qui posent les problèmes démocratiques classiques de politique, si je puis dire, dont je ne sais, Monsieur le Ministre, si on peut les qualifier de rigueur ou de sérieux, sinon d'austérité pour certains de nos partenaires. Dans le même temps, il faut absolument faire avancer la construction européenne de façon à permettre, si je puis dire, de donc créer un niveau d'autorité européen qui, dans le domaine bancaire comme dans le domaine budgétaire, soit de nature à rassurer sur la pérennité de la zone euro et de la construction européenne. Voilà, je crois, pour répondre à votre question, les quelques éléments que je puisse apporter. J'ajouterai un mot peut-être sur la façon dont la question de l'autorité se traite au niveau des entreprises. Je crois que la question de l'autorité est une question essentielle dans les entreprises et qu'elle est aujourd'hui mise en question comme toutes les autorités. Dominique Régnier a dit tout à l'heure que l'autorité scientifique était mise en cause. C'est vrai, aujourd'hui, quand un savant s'exprime, on n'est pas sûr qu'il fasse autorité. Il le fait à peu près quand on parle du boson de Higgs, parce que personne ne comprend de quoi il s'agit. En revanche, il se met à parler des OGM, immédiatement on a une réponse plus difficile. Je passe sur la façon dont en France on écoute les savants de l'économie sur le rôle des entreprises dans la création de richesses. Comme vous le savez, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à convaincre l'ensemble des Français et l'ensemble des enseignants d'économie que les entreprises étaient les vrais créateurs de richesses dans notre pays. Donc je laisse de côté l'autorité scientifique. Mais je reviens à l'autorité dans les entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, pour que l'autorité soit acceptée, à l'heure d'une part de l'Internet, c'est-à-dire à l'heure où tout le monde a l'impression de détenir le savoir, monsieur le docteur Google est en quelque sorte un pourvoyeur de savoir pour chacun des Français, chacun des humains, et donc chacun peut avoir un avis sur un sujet déterminé. Au moment où, dans le même temps, le micro-trottoir d'un côté et puis les réseaux sociaux de l'autre
organise des débats entre des personnes qui sont placées sur un pied d'égalité, quelle que soit leur connaissance des problèmes, il ne fait pas de doute que l'autorité dans l'entreprise a besoin de se consolider comme à l'école, comme sur le plan politique. Alors, quel est notre problème? Je crois que notre problème est que l'autorité est aujourd'hui indissociable de l'intégrité. Il me semble que notre problème essentiel est de faire en sorte qu'à tout instant, les managers d'entreprise démontrent leur intégrité. Cette intégrité, elle doit être faite d'abord, si je puis dire, de leur engagement au service du projet qui est celui de l'entreprise. Ensuite, de transparence en ce qui concerne les différentes données sur la base desquelles l'entreprise est conduite. En troisième lieu, de confiance. On a évoqué cela tout à l'heure. L'idée de la confiance au sein d'une entreprise est une idée essentielle. Après tout, une entreprise est un groupe humain et il peut avancer d'un même pas pour autant qu'il ait le même projet, d'où l'engagement, pour autant que ce projet soit connu et que les difficultés qui se présentent soient cernées, c'est la transparence, pour autant enfin que le responsable de l'entreprise établisse une relation de confiance bilatérale vis-à-vis de l'ensemble de ses équipes. Enfin, il faut du dialogue et c'est la condition de tout cela. Je dirais que la réponse à la crise de l'autorité qui existe aujourd'hui en Europe est certainement faite de la part de ceux qui ont à exercer une autorité sur la recherche en permanence de l'intégrité. Merci de votre attention. Merci Michel Pébreau. Pascal Lamy, Michel Pébreau vient de parler notamment donc de autorité et légitimité, autorité et intégrité, autorité et confiance. Moi, rajouter autorité et règles. Comment une organisation comme l'Organisation mondiale du commerce peut, je peux dire, jongler avec toutes ces idées dans une situation qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une crise profonde de l'économie mondiale? Bon, d'abord, une brève observation sémantique. Je n'aime pas beaucoup ce mot autorité. J'aime bien le concept de leadership que Madame Laclama a déjà mentionné. C'est vrai qu'il n'existe pas de bonne traduction française de ce concept. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la capacité d'entraînement, c'est-à-dire la capacité à identifier un objectif et à mobiliser les ressources pour l'obtenir. Et je pense que c'est ça le sujet fondamental. Dans le système international, il y a peu d'autorité ou de leadership. Intrinsèquement, en quelque sorte, par construction, le système international est composé de molécules indépendantes, séparées, qui s'appellent des États-nations souverains. Et dans ces conditions, toute forme de leadership international est incroyablement handicapée par le fait que la légitimité, j'y reviendrai, et je pense que Michel Pébreau a eu raison d'introduire ce concept dans la discussion, toute forme de légitimité demeure nationale. Un dirigeant politique, il est élu par ses concitoyennes et ses concitoyens quand il est élu, ce qui arrive assez souvent. Il n'est pas élu par les voisins. Et donc il y a aujourd'hui dans le système international une contradiction de plus en plus flagrante entre, nous le savons, la globalité des problèmes et la localité de l'autorité ou du leadership. Et il n'y a pas aujourd'hui de solution claire à cette question. On voit bien ce qui s'est passé pendant la crise. D'ordinaire, le quantum d'énergie politique disponible chez les dirigeants nationaux pour l'international est faible. Ils concentrent l'essentiel de leur attention à des problèmes domestiques. Au moment où la crise a démarré et où, disons, la dose de douleur économique et sociale a augmenté dans les systèmes, le peu d'énergie disponible qui restait a disparu. J'écoutais la bonne définition de Dominique Régnier tout à l'heure. Je participe au G20 depuis le début. Et en écoutant Dominique Régnier, je me disais, y a-t-il dans les orientations qui ont été retenues par le G20, ou dans ce que le G20 a produit d'autorité, y a-t-il une décision
que les membres du G20 n'auraient pas prises spontanément, pour reprendre sa définition. Et franchement, je cherche bien dans ma tête, je ne vois pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité. Alors la solution théorique, on la connaît, en tout cas au plan international, ça s'appelle la supranationalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un hasard si la première des institutions européennes de ce siècle a été créée sous le nom de Haute Autorité du charbon et de l'acier. Simplement, on sait depuis 50 ans ou 60 ans de construction européenne que c'est sans doute la solution, mais qu'elle ne va pas de soi non plus. L'art de la supranationalité, qui est exclusivement un art européen dans le monde aujourd'hui, n'est pas un art stabilisé. On sait bien qu'il faut davantage d'intégration, on sait bien que c'est là la solution, mais il reste encore, et notamment dans le pays qui nous accueille aujourd'hui, il reste encore des débats considérables, fait de savoir s'il faut une autorité supranationale ou si c'est par exemple les gouvernements nationaux qui constituent collectivement cette autorité, comme si ça faisait du sens, mais ça c'est un autre débat. Donc il y a dans le système international, et le système européen en est une fois de plus un microcosme, un problème sérieux qu'aujourd'hui, nous et vous, si je puis dire, ne savons pas résoudre. Plus généralement, je pense que nous entrons dans une période où l'autorité doit changer. Elle est malmenée. Nous entrons dans une période de dispersion, de diffusion du pouvoir et de l'autorité sous l'influence de l'éducation, sous l'influence des nouvelles technologies, sous l'influence du développement, tout simplement. Et tout ça, au fond, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour les démocrates, c'est des bonnes nouvelles pour les humanistes, c'est des bonnes nouvelles pour tous ceux qui pensent que la réalisation d'un destin individuel est un bon projet dans la vie, en tout cas la partie que l'on passe sur Terre. Bien. C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les organisations constituées. Pas une bonne nouvelle pour les partis, c'est pas une bonne nouvelle pour les églises, c'est pas une bonne nouvelle pour les États, c'est pas une bonne nouvelle pour les monopoles. Il va donc falloir ajuster, en quelque sorte, les systèmes d'autorité, de leadership qu'on a utilisés jusqu'à présent. Il va falloir les ajuster à cette nouvelle réalité, au fond, psychologique. Et là, on en revient au problème de la légitimité. À mon sens, il n'y a pas d'autorité, de leadership, sans légitimité, et ce sera de plus en plus vrai. La face autorité est de plus en plus en coïncidence avec la face légitimité, comme un recto verso. Et dans la vie pratique, il se trouve que je préside le conseil d'administration de l'orchestre de Marc Minkowski, que j'ai eu à un certain moment des responsabilités de chef d'entreprise. En écoutant ceux qui sont intervenus, et ce sera mon dernier point, je me disais, le chef d'orchestre, le dirigeant d'entreprise, le maire de grande ville, le dirigeant politique, le dirigeant d'organisation internationale ont aujourd'hui exactement le même problème. Ils sont confrontés au même problème d'autorité, c'est-à-dire comment je fais pour entraîner, pour persuader des forces dont un certain nombre, et c'est naturel, ne vont pas forcément dans le sens de la vision que j'ai de ce qu'il faut faire. Au total, je pense que tout ça, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Merci. Merci Pascal Lamy. Autorité politique, Pierre Moscovici. Comment entraîner et mobiliser, disait il y a une seconde Pascal Lamy. Voilà un beau sujet pour vous. Vous êtes ministre depuis 3 mois seulement, dans une période qui est très particulière, période de crise. Et puis face à un public aussi particulier, les chefs d'entreprise qui n'ont peut-être pas toujours encore totalement perçu, compris la stratégie du gouvernement en matière économique et sociale. Et donc, nous vous écoutons avec intérêt. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir par ces applaudissements. Quand je suis venu ici, j'ai vu des journalistes à l'entrée qui m'ont demandé si j'étais venu pour une opération séduction, si j'appréciais le rose. Je leur ai dit que je n'étais même pas formalisé par le fait que dans votre trombinoscope, il y avait la tête d'Alain Juppé à la place de la mienne. Pour une raison simple, c'est parce que, en vérité, je viens surtout comme intervenant régulier
dans ces universités du MEDEF. J'y suis venu souvent. C'est la première fois que j'y viens comme ministre de l'économie et des finances, dans un moment qui est en effet un moment crucial, délicat, où beaucoup de choses se jouent pour notre avenir, avec un message qui est simple, c'est que nous avons une bataille collective à gagner dans ce pays, qui est la bataille de l'emploi, et que chacun doit être mobilisé, et d'abord les forces vives qui sont en effet les entreprises de ce pays, et le gouvernement est là pour les aider à se faire. Alors je voudrais faire trois réflexions. La première, c'est pour partir un petit peu de, moi aussi, ce débat sur autorité, légitimité qu'évoquait Pascal il y a une seconde. Car c'est vrai que l'autorité politique, elle est contestée, elle aussi. Elle est contestée par la sphère économique, elle est contestée par les mouvements de la mondialisation, elle est contestée dans l'opinion publique. Et la question, c'est comment arriver, dans ce contexte, à affirmer une légitimité. Quel est le rôle du politique, au fond, dans les démocraties ? Parce que je reste persuadé qu'en effet, c'est, malgré tous ses défauts, la forme d'organisation politique la plus performante à l'échelle mondiale. Et cherchant une définition, je me suis dit que le politique avait une fonction d'arbitrage entre des intérêts qui sont indépendants et contradictoires, plus le fait qu'il est le premier responsable face à la situation. Comme disait Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. Et j'ajoute qu'il a aussi la compétence de la compétence. C'est lui qui définit la règle. Et au fond, ce qu'un bon pouvoir, qui n'abuse pas de son autorité, mais qui définit sa légitimité, doit faire, c'est de parvenir à affirmer un intérêt général. C'est celui qui parle au nom de l'intérêt général. Et pour ça, il y a une complexité en démocratie, c'est de parvenir à articuler la loi de la majorité, qui fait que je suis là, il y a eu un vote, une élection en France, le 6 mai, une autre le 17 juin, et en même temps de préserver l'unité de la nation et de respecter les forces du pays, toutes les forces. C'est pour ça que ce gouvernement s'est fixé une règle, une méthode plutôt, qui est la méthode du dialogue avec la société civile, et vous en êtes une composante. Le MEDEF est un partenaire social qui compte. La grande conférence sociale, demain la conférence environnementale, tout ce qui va dans le sens de rechercher des solutions ensemble, c'est ce que nous ferons. Et au fond, le modèle de pouvoir que je souhaiterais voir se développer dans ce pays, c'est dialogue, décentralisation, pluralité, l'État étant là aussi pour donner une vision. C'était mon premier point. Après, je vais quand même essayer de l'illustrer un peu dans la réalité de mes fonctions, parce que vous m'en voudriez, au fond, ministre de l'économie et des finances, de venir ici puis de disserter un peu in abstracto, même si c'est un sujet fascinant. Pour dire comment est-ce que ça peut s'appliquer dans la politique économique. Je ne vais pas être long, puisque je respecte les règles de ces tables rondes. Je dirais que, pour ma part, à l'égard des entreprises, je me fixe 4 règles ou 4 objectifs. Le premier, c'est que le rôle du ministre de l'économie et des finances, c'est de fournir un cadre financier qui soit stable et favorable à l'activité des entreprises, à l'investissement, à l'innovation. C'est la raison pour laquelle, je veux vous le dire ici très simplement, pour ce gouvernement et pour moi en particulier, le mot compétitivité n'est pas un gros mot. Et je veillerai à ce que dès le projet de loi de finances pour 2013, il y ait des mesures qui vont dans le sens de l'investissement, de l'innovation, de la recherche. La deuxième chose, c'est que la question du coût du travail, une question qui est en débat entre nous, Laurence, vous le savez, c'est pas pour moi la question qui résume toutes les autres. Mais ce n'est pas non plus une question taboue. Et le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement nous ont fixé un rendez-vous. C'est le réexamen du financement de la protection sociale d'ici au premier trimestre 2013, avec l'idée que le financement de la protection sociale ne peut pas et ne doit pas reposer uniquement sur le facteur travail. Il y aura là-dessus des avancées dans l'année qui vient. La deuxième chose, et je fais écho là à ce que disait Michel Pébreau, c'est le désendettement du pays. Moi, je suis persuadé depuis très longtemps que la dette publique est l'ennemi de l'économie, que c'est l'ennemi du progrès. Je parle à la fois comme quelqu'un qui connaît un peu l'économie et comme homme de gauche aussi. Je pense que 1 euro en moins consacré au remboursement de la dette publique,
c'est 1 euro en plus pour la justice sociale, pour l'éducation, pour les hôpitaux, pour la sécurité, pour la compétitivité. Et c'est la raison pour laquelle, malgré les difficultés du moment, moi je m'accroche à l'objectif de 3% pour 2013, parce que c'est une question de souveraineté. Je sais trop ce que coûterait à la nation le fait de relâcher cette discipline gratuitement. Ça nous vaudrait une dégradation de la qualité de notre signature et le choc en retour serait terrible. Le désendettement sera ma priorité et ce sera celle du projet de loi de finances pour 2013, c'est extrêmement clair. La troisième chose, elle en découle, c'est qu'il faudra faire du coup des efforts avec une répartition de l'effort dont je veux vous dire que sur le quinquennat, elle sera à 50-50 entre la dépense et les recettes. Évidemment, les entreprises supporteront leur part de l'effort, mais je veillerai à ce que ce soit leur juste part. Je le disais ce matin dans une interview aux Échos, je souhaite qu'il n'y ait pas quelque chose qui bride, empêche, y compris par des mesures mal ciblées, j'ai pu répondre à certaines interrogations, que les entreprises jouent leur rôle. La quatrième chose, elle porte sur le financement de l'économie. Il y a toute une série de réformes qui seront prises. La Banque publique d'investissement verra le jour dans quelques semaines et ça doit être la banque publique qui aide les PME, PMI à réaliser leurs projets en région. Ce sera votre banque pour beaucoup d'entre vous. De la même façon que quand nous déplafonnons, ou plutôt nous augmentons le plafond du livret de développement durable, c'est pour le financement des PME, PMI. Et tout ceci doit être amené à une autre notion qui concerne l'exercice de l'autorité dans une démocratie comme la France, c'est que la puissance publique doit fonctionner de manière plus rapide et plus simple. Moi, je suis très fier aujourd'hui, c'est pour un homme politique un des aboutissements sans doute dans une vie que d'être le ministre de l'économie et des finances. Magnifique administration, des agents qui sont à vos côtés, que vous connaissez, qui sont d'une qualité exceptionnelle. Il n'empêche que l'administration est encore trop lourde, trop lente, qu'elle ne fonctionne pas toujours au rythme des entreprises et que je veux, avec Maryse de Branchu, simplifier, accélérer, faire en sorte que vous ayez là des interlocuteurs qui vous écoutent et vous entendent. Enfin, un dernier mot sur des enjeux, peut-être pour revenir à nos amis qui sont ici, qui viennent d'autres continents, d'autres pays, pour répondre vite à quelques sujets internationaux. Faut-il négocier avec les dictateurs? Il n'y a pas de liste noire des dictateurs. Et il y a probablement des gradations qui sont liées à on ne sait quoi exactement. Gravité de la situation, nature des crimes commis, puissance aussi. Il n'empêche que j'ai quand même le sentiment qu'il y a un mot qui doit être le nôtre, c'est le mot fermeté. Il ne doit y avoir aucune indulgence par rapport à Bachar el-Assad qui massacre son peuple en Syrie et il doit partir. Il ne doit pas y avoir de complaisance face à la possibilité que l'Iran accède à l'arme nucléaire. C'est un danger pour la planète et il faut, avec les formes appropriées, parvenir à cela. Écoutant ce qui a été dit sur la Géorgie, je pense qu'il y a des sujets qui concernent la Chine ou la Russie sur lesquels il faut aussi parler avec fermeté. Parce que, au fond, les entreprises, elles sont attachées à un environnement stable. Et moi, je pense qu'une dictature, c'est toujours un environnement instable. Et il ne faut jamais, jamais miser sur la dictature. La deuxième réflexion que je fais, c'est sur les sanctions. Sanctions économiques, celles de l'ONU, celles de l'Union européenne, les sanctions nationales. On sait que ça ne marche pas toujours. C'est très compliqué. Et en même temps, je pense que les sanctions sont préférables à l'action militaire dès lors qu'il faut choisir le mécanisme le plus effectif, le plus pertinent, et c'est-à-dire en général toucher les avoirs des dictateurs. C'est là, il faut les frapper au portefeuille. Je pense que c'est une mesure particulièrement efficace. Troisième chose, c'est sur le commerce, et là aussi j'embraye sur ce que disait Pascal Lamy. Il y a une phrase de Machiavel que j'aime bien qui dit que l'expérience prouve que jamais les peuples n'ont accru leur richesse et leur puissance sauf sous un gouvernement libre. Eh bien, ça vaut pour la société internationale. Je ne suis pas un libre-échangiste échevelé au sens où on peut faire n'importe quoi, mais réciprocité, c'est pas son cas non plus. Et nous sommes tous les deux un peu échevelés, je l'avoue. Enfin, on va encore retrouver la même chose, mais il faut des règles de la réciprocité et du partage. Enfin, mon dernier mot, c'est sur l'Europe, parce que c'est un sujet qui occupe énormément de mon activité. Je crois en la zone euro.
elle traverse des turbulences extrêmement sévères et je voudrais qu'on ait pour elle 4 mots d'ordre. D'abord, l'intégrité. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que le départ d'un pays comme la Grèce serait innocent ou anodin, pour des tas de raisons historiques, sociales, économiques. L'effet de contagion serait terrible. Intégrité de la zone euro, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Stabilité, parce que c'est fondamental que nous trouvions les règles qui permettent durablement au marché de cesser de vibrionner. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions avec la Banque centrale européenne. Pérennité, parce que c'est la conséquence de l'intégrité et de la stabilité. Et enfin, croissance, parce qu'il faut que nous sortions de cette zone trop calme dans laquelle vous êtes et dans laquelle nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je continue, moi, d'être un militant de l'intégration européenne, une intégration solidaire dans laquelle chaque concession en termes de souveraineté s'accompagne de progrès pour les peuples, mais un engagement européen résolu pour lequel je continuerai à militer au sein du gouvernement et dans mon action. Je vous remercie. Merci. Merci Pierre Moscovici. Alors beaucoup de choses ont été dites durant ce premier tour de table sur lesquelles on doit pouvoir revenir. Alors je ne sais pas par quel bout le prendre parce qu'il y a effectivement eu beaucoup d'idées. Il y a peut-être comme un thème qui est revenu à plusieurs reprises qui fait, semble-t-il, un peu consensus. C'est celui, c'est ce qu'avait dit dès le lancement de cette discussion Dominique Régnier, jamais l'autorité n'a été aussi difficile à exercer. Et Pascal Lamy, à la fin, a dit la diffusion du pouvoir et de l'autorité, toujours pareil, c'est l'autorité mise en cause par la diffusion des pouvoirs notamment, et c'est une bonne nouvelle. Alors, la question, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut se féliciter de quelque part de cette difficulté aujourd'hui à exercer l'autorité? Et qu'est-ce que serait une autorité, si je puis dire, de progrès, d'avenir? Qui souhaite attaquer? Dominique Régnier. Il faut essayer de répondre à la question que vous posez, puisque sinon c'est se dérober, et on ne peut pas le faire tout seul, donc je peux juste lancer un mot. Il est certainement aujourd'hui à la fois nécessaire et techniquement possible de construire des autorités avec ceux auxquels l'exercice de l'autorité sera destiné. C'est la clé. C'est-à-dire que nous passons au fond d'une histoire de l'autorité où l'institution d'une autorité se faisait, je dirais, à aucun moment on ait l'idée d'associer les destinataires de l'autorité à la construction de l'institution. C'est peut-être arrivé au moment où on a créé la SDN et l'ONU, mais dans des conditions au fond très limitées, et pour des autorités qui sont très singulières, d'ailleurs souvent considérées comme des autorités faibles, voire inexistantes. Mais aujourd'hui, l'appel qui est au fond lancé par la société civile planétaire ou les sociétés civiles singulières, et je rejoins complètement l'analyse de Pascal Lamy à ce sujet, c'est une formidable bonne nouvelle, fondamentalement, c'est de rebâtir l'autorité en associant ceux auxquels elle sera ensuite destinée. Et c'est la première étape pour que le commandement soit légitime, accepté, que donc l'obéissance soit un consentement, et qu'ainsi l'autorité soit une relation entre l'institution qui exerce l'autorité et ceux qui sont les destinataires et qui vont accomplir un geste qu'ils n'auraient pas accompli spontanément, en effet, mais qui vont en comprendre et la nécessité et l'utilité, et qui par là même leur permettra, idéalement, d'accomplir un geste d'obéissance sans avoir le sentiment de se soumettre. Pascal Lamy, sur ce même thème. Non, dans le même thème, pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne nouvelle? Parce que, non pas que je sois devenu aussi anarchiste que Pierre Moscovici deviendrait échevelé. Ça n'est pas du tout ça. Je crois à l'autorité. Simplement, je crois à l'autorité
quand je suis persuadé qu'elle est nécessaire. Et la nécessité de l'autorité doit se démontrer. Et c'est pas très compliqué. Nous savons tous que pour vivre ensemble un certain nombre de choses, dans des cercles divers de nos appartenances, il faut une autorité, il faut des règles. Simplement, de plus en plus, ces règles et cette autorité ne seront acceptées que si leur nécessité, leur raison d'être est comprise, admise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle pour la liberté. Ça n'est pas la négation de l'autorité, c'est simplement la nécessité de la légitimer de plus en plus. Et en ce sens, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je ne dis pas que ça offre des solutions, et notamment au plan international, parce que ces solutions au plan international vont continuer à passer par le plan national, mais je pense, de ce point de vue, ce que je pense sur l'autorité en général, il faut que les citoyens et les citoyennes appartenant à des espaces politiques nationaux acceptent l'idée qu'il faut un ordre et une autorité internationale dans le monde d'aujourd'hui. Ça ne se fera pas uniquement parce que quelques leaders ici ou là l'auront fait. Si le corps politique n'est pas persuadé de cette nécessité, alors nous irons vers là où on va quand il n'y a pas d'autorité, c'est-à-dire vers de nouveaux désordres. Lula Zaklama. Je voudrais faire une petite distinction entre l'autorité politique et l'autorité dans les secteurs privés. Je ne peux pas parler trop de l'autorité dans le politique. C'est que l'autorité est sûrement politique et tout à fait confuse avec le dictateur. Un dictateur est autoritaire, mais un autoritaire ne peut pas être dictateur. Le dictateur n'écoute pas. L'autorité, c'est d'imposer un système et d'imposer des valeurs. Ça, c'est la différence entre le dictateur et l'autorité. Dans le secteur privé, il faut absolument avoir le pouvoir de l'autorité, c'est-à-dire d'imposer les valeurs de la boîte. Mais en politique, il faut écouter aussi avant d'imposer l'autorité. Il faut toujours avoir cette autorité d'imposer les lois qui sont légitimes. Il y a aussi la question avec la légitimité. Comment on dit en français? Légitimité. Légitimité. Parce que chez nous, les frères musulmans ont l'autorité complète du pays. Complètement l'autorité de tout. Ils ont l'autorité du Parlement, ils ont l'autorité de la Constitution, de tout. Mais en même temps, ils ne sont même pas légitimes. Ils ne sont pas même légitimes. Parce que ce n'est pas une partie qui est officiellement enregistrée. Alors vous voyez le conflit et le paradoxe entre l'autorité, la légitimité et le dictateur. Et les trois sont confus, ils sont intégrés, pour employer le mot de l'intégration, ils sont tous les trois intégrés ensemble avec une confusion totale. Alors il faut tout d'abord avoir la définition de qu'est-ce que c'est l'autorité et qu'est-ce que c'est le dictateur et qu'est-ce que c'est le legitimacy. Je dois dire ce legitimacy en anglais, permettez-moi. Raphaël Glucksmann souhaitait intervenir. En fait, j'aimerais, et c'est Monsieur le ministre qui m'y a fait penser en citant Machiavel, j'aimerais rassurer tout le monde, ce n'est pas une question très neuve, la fin de l'autorité et la chute des autorités, puisqu'il y a des penseurs qui, à une époque très particulière de l'Europe, ont réfléchi dessus. C'est Machiavel, c'est Shakespeare, c'est Montaigne. C'est l'après-guerre de religion, après la découverte de l'Amérique, après les progrès scientifiques, la fin des autorités traditionnelles. C'était un moment où l'Europe a oscillé entre le chaos et la liberté, mais c'était sans doute le moment le plus productif intellectuellement de l'histoire européenne. Et avant que l'Europe s'enfonce dans les dérives de l'État monarchique et des guerres nationales, il y a eu ce moment de réflexion sur comment on se comporte lorsque les autorités traditionnelles ne fonctionnent plus. Alors il n'y avait pas Internet, mais il y avait l'équivalent, c'était l'invention de l'imprimerie, et c'était le moment où
l'impression était que l'information circulait trop rapidement pour que les élites traditionnelles puissent avoir une autorité continue. Et la deuxième chose, c'est que donc c'est pas si neuf et on n'a pas à s'inquiéter. Il y a des gens qui ont pensé à ça pour nous. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut dire que c'est une bonne nouvelle si on l'assume et si on l'assume jusqu'au bout. Et je pense que l'autorité va venir à partir du moment, le respect pour l'autorité va venir à partir du moment où on aura l'impression qu'on assume la liberté. Et je voudrais paraphraser Churchill qui a dit vous connaissez cette citation sur les accords de Munich, au moment où il dit vous avez voulu sacrifier votre honneur pour obtenir la paix, vous aurez et la guerre et le déshonneur. Et je pense que à partir du moment où on veut sacrifier la liberté pour un désir d'autorité, on se retrouvera avec l'absence de liberté, mais aussi le chaos. Puisque fondamentalement, plus on parle d'autorité, je pense, plus on a de chaos. Et donc le fait qu'on admette la délégitimation des autorités traditionnelles au moment où elles ne fonctionnent plus, c'est la précondition pour l'émergence de nouvelles autorités. Et je voudrais dire que la manière dont je ne préconise pas l'exportation de la révolution géorgienne dans le monde, et je n'ai pas encore créé de troisième internationale géorgienne, mais la manière dont on a réduit la criminalité qui était le principal problème en Géorgie, et elle a été réduite, divisée par 4, c'est en diminuant le nombre de policiers par 4 aussi. Et donc ça pose une question, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de policiers qui va réduire le nombre de criminels, c'est le moment où les gens dans la société ont l'impression que l'autorité de la loi fait sens, au moment où ils ont l'impression que leur État leur parle, et le moment où ils ont l'impression qu'ils font partie d'une aventure commune. Et donc ce n'est pas le nombre de policiers ou le nombre de marques d'autorité qui fait l'autorité. En diminuant, comme on a entendu, les poids de l'administration, on pourra lui rendre encore plus d'autorité, et en diminuant le nombre de policiers, on peut aussi diminuer le nombre de criminels. Donc ce qui compte, c'est la relation de confiance entre les individus, les citoyens et l'État. Voilà. Une idée qui mérite d'être approfondie, Pierre Moscovici. Michel Thébrault souhaiterait intervenir également. Non, tout d'abord, je pense que la légitimation de l'autorité est un problème qui se pose aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Nous avons aujourd'hui indubitablement la nécessité, je parlais tout à l'heure de la nécessité d'une intégrité. Je crois vraiment que le secteur privé est confronté lui aussi au questionnement sur la légitimité de l'autorité, et donc il doit y répondre par une organisation, par des formes de management qui permettent de justifier les décisions prises. La décision est indispensable dans le secteur privé, il faut un décideur, mais la décision doit s'exercer dans des conditions où le décideur a en quelque sorte légitimé sa position de décideur, instruit la décision dans des conditions qui la rendent compréhensible par tous, et démontrer que cette décision s'inscrivait dans le projet dans lequel se situe l'entreprise. Donc on retrouve des caractéristiques qui sont un peu des caractéristiques du monde politique, bien que l'entreprise ne soit pas le monde politique. Je voudrais revenir sur la question de l'autorité scientifique, parce qu'elle me semble très importante aujourd'hui. Et je crois que la réponse à la délégitimation de l'autorité scientifique se situe au niveau de notre appareil d'éducation. Je crois qu'il est très important, au niveau de l'appareil d'éducation, à la fois de légitimer le concept d'autorité et de définir les conditions dans lesquelles l'autorité est acceptable. Et si ceci n'est pas fait dès le plus jeune âge, alors on a les problèmes que l'on connaît à l'école elle-même, d'abord, et puis ensuite tout au long de la vie, dans les différentes périodes dans lesquelles une autorité est nécessaire pour faire vivre ensemble un certain nombre d'êtres humains, hommes et femmes. Après tout, c'est ainsi que l'autorité est légitime. Elle devient légitime lorsque il est nécessaire, en effet, pour faire vivre ensemble ces gens, d'affecter un peu leur liberté, comme l'indiquait tout à l'heure Pascal Lamy. Ça doit être de façon aussi limitée que possible, mais c'est à certains moments nécessaire. Alors, sur l'autorité scientifique, je trouve que nous sommes confrontés à un problème qui est assez sérieux. Je vais donner quelques exemples qui me frappent beaucoup. Comment est-il possible qu'il y ait actuellement en France un grand nombre de personnes qui restent convaincues que le 11 septembre, aucun avion n'est rentré dans le Pentagone?
Comment est-ce possible ? Je vois qu'il y a tout un réseau Internet sur ce sujet. Un livre a été produit, il a été vendu et lu par de très nombreuses personnes, et donc un certain nombre de Français sont convaincus de cela. Si on passe à l'échelle internationale, on a appris récemment la mort d'Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. Comment est-il concevable que dans notre système d'information, il y ait un grand nombre de personnes qui soient convaincus que tout ceci, c'est un film d'Hollywood et que jamais il n'est allé sur la Lune? Alors, si l'on revient à des questions plus concrètes et plus directement liées à notre activité d'une façon générale, comment est-il aujourd'hui possible, donc j'ai parlé tout à l'heure des OGM, que sur un sujet comme celui-là, il puisse y avoir encore des interrogations? C'est un sujet qui a fait l'objet d'études de multiples prix Nobel, de multiples scientifiques dans le monde entier. Et pourtant, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises françaises qui étaient des leaders dans leur secteur d'activité ont arrêté leurs recherches dans ce domaine parce que y a une interrogation sur laquelle la vérité scientifique n'existe pas. Ce qui a fait la force de notre pays à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est que nous étions un pays cartésien et un pays convaincu que la science était le point de départ de son développement. Nous voulons recréer une industrie française. Je pense que nous ne créerons pas d'industrie française si nous ne mettons pas en place les éléments qui permettent de faire confiance à la science, aux scientifiques, aux savants, et de ne pas considérer que sur un sujet scientifique, l'avis d'un des plus grands scientifiques français est à égalité avec l'avis de Madame Michu. Randa Kassis voulait intervenir. Oui, j'aimerais juste... monsieur a bien parlé des groupes, des personnes qui ne croient pas à une vérité ou un acte scientifique, ou ils vivent toujours dans ces personnes vivent toujours dans l'hypothèse de complot. Alors, moi, je crois que tout est lié à la perception de l'individu, et tout est lié aussi à la culture même. C'est le prototype culturel. La perception est quand même, elle est définie par la culture. C'est tout à fait normal qu'il y a plusieurs sociétés, ou plusieurs, on va dire, une majorité d'individus dans certaines sociétés qui nient jusqu'à aujourd'hui le 11 septembre. Parce que le 11 septembre, pour eux, pourrait quand même, on va dire, supprimer leur croyance, c'est-à-dire dire qu'il y avait des islamistes qui ont commis cet acte-là, voulait dire que forcément il y aurait quand même une méfiance envers ces islamistes-là, qui veut dire qu'ils ne font pas la différence entre islamistes et musulmans. Alors pour eux, tout ce qui touche, ils sont très susceptibles, tout ce qui touche aux islamistes, c'est toucher à l'islam même. C'est la peur de connaître l'autre, c'est la peur de savoir. Ils ne connaissent pas l'autre prototype, les autres cultures, les autres sociétés. C'est par peur, et ce n'est pas ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas croire, c'est plutôt ces sociétés sont enfermées. L'individu lui-même, il est encerclé dans un ghetto culturel qui ne peut croire qu'à lui-même. Il passe toute sa vie réprimé par la société, par la famille, bien sûr aussi par le pouvoir même. Alors ce qui est fait que ces individus nient et rejettent celui qui est différent. C'est ça, c'est le complot qui vivent dans leur tête. Il y a toujours un complot, et je crois que c'est pour arriver à ça, il faut qu'on travaille sur l'information. C'est ça, dès qu'on a une information, ces personnes, quand ils ont des informations, quand ils arrivent à avoir des informations qui va toucher à une connaissance beaucoup plus vaste, je crois que la perception elle-même pourrait être modifiée, et la culture elle-même pourrait être changée. Voilà.
Merci. Arrivé. Ah oui, madame, allez-y. Juste je veux juste toucher un peu sur ce que Randa a dit. C'est la question de communication. De nouveau, c'est la communication. Les gens, en général, ils confusent les islamistes avec la religion de l'islam. Et c'est la question de la communication, et que s'il n'y a pas assez de communication, de dire la différence entre les deux. Alors, il faut absolument faire cette distinction entre les islamistes, les terroristes, et la religion de l'islam. C'est le manque de compréhension de l'autre. Comme il a dit M. Leclerc, accepter l'autre. Alors, il faut toujours pousser pour la communication. Merci. Merci. Je trouve assez curieusement, il y a un mot qui n'a pas du tout été utilisé jusque-là, c'est le mot de populisme. Or, c'est un phénomène qui est très important, que l'on observe dans les sociétés démocratiques et également dans d'autres pays du monde. Est-ce que ce n'est pas un signe évident justement d'une crise de l'autorité, et surtout face à ces phénomènes de populisme, quelle est la bonne réponse en termes justement d'autorité? Qui veut... Damier Cranier peut-être auteur d'un livre sur la question. Un mot sur ce sujet qui effectivement m'intéressait beaucoup. Si on prend mais un mot rapide bien sûr, si on prend le populisme aujourd'hui a une zone d'expression et de croissance absolument phénoménale qui est l'espace européen. C'est-à-dire exactement l'espace qui est confronté à cette crise à la fois d'énonciation et de construction d'une nouvelle forme d'autorité. C'est une réaction à ça, le populisme. Et il y a un effet, dans tout discours populiste, un contenu extrêmement convaincant, y compris au plan affectif, pas simplement au plan de l'argumentation, pour toute une série de personnes, parce qu'il y a une promesse de réappropriation d'une instance détentrice d'un vrai pouvoir. Moi, je continue, c'est pas un débat académique, donc je continue à considérer qu'autorité est un mot magnifique, parce que très précisément, il se distingue de la pure coercition, et qu'il faut défendre ce mot et chercher à le faire vivre. Et dans le projet populiste, il y a ce point de départ qui est de constater que le monde est confronté à un désert d'autorité, et que dans ce désert d'autorité, les individus seront laminés, et qu'il faut donc rapatrier les éléments constitutifs d'un pouvoir de coercition qui lui-même serait remobilisé au profit de ce peuple mythifié, idéalisé, etc. Mais c'est bien parce qu'il y a une crise de l'autorité européenne, je crois très particulièrement ici dans cette affaire du populisme européen, une crise de l'autorité, qu'il y a cette expression populiste extrêmement périlleuse, puisque, moi je suis heureux d'avoir l'occasion de le dire, merci Gérard Leclerc, puisque il y a une course de vitesse aujourd'hui en Europe, sur le plan politique, entre la construction trop lente, même si c'est pas facile de le faire, il ne faut pas avoir l'air de dire qu'il est très facile d'avancer, la construction trop lente d'une vraie autorité, c'est ce que disait Michel Pellebreau dans sa première intervention, d'une vraie autorité à l'échelle européenne capable de commander et d'être comprise et donc obéie, et cette impatience populiste qui, dans son action, déconstruit, déjà, attaque les phénomènes qui rendent possible l'édification d'une autorité européenne. Au fond, les forces anti-européennes que porte le populisme vont presque plus vite que l'effort européen pour construire une nouvelle autorité. Et cette course de vitesse, elle est terrible, parce que je la vois, moi, se dérouler, et je sais que dans 10 ans, ce sera réglé, l'une ou l'autre aura gagné, mais les forces populistes, si elles l'emportent, évidemment, vont déconstruire, je pense qu'ici nous sommes tous d'accord, vont déconstruire et peut-être même mettre à bas une des rares autorités nouvelles qui est à la mesure de ce que les peuples d'Europe, les vrais peuples d'Europe, ceux que nous connaissons et qui sont les vraies sociétés européennes, non pas mythifiées mais réelles, de ce dont elles ont besoin pour affronter la globalisation et y réussir. Pierre Moscovici, peut-être, sur ce même thème. Oui, je vais essayer de faire le lien entre les populismes et la question initiale qui était celle de l'autorité de l'avenir. Bon, évidemment, pour un responsable politique dans un grand pays démocratique, le populisme est un défi et une menace. Mais il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'expression d'un désarroi et aussi le résultat de nos propres défaillances. On parlait du projet européen. Là, il y a un paradoxe quand même qui est que moi, je suis
persuadé par esprit fédéraliste qu'il faut aller vite. Et en même temps, je vois que si on va trop vite en restant lointain, à ce moment-là, on provoque un choc en retour, et donc il y a une difficulté à faire réadhérer au projet européen. Comment aller vite, mais comment en même temps créer de la confiance? Et c'est ça le défi central pour l'autorité de l'avenir, face à des dérives comme le populisme ou pire le complotisme. Moi j'étais le 11 septembre 2001, j'étais dans un avion au-dessus de Manhattan à 9h. Je sais que les tours sont tombées, qu'il y a des avions qui leur sont rentrés dedans. J'ai vu la fumée sur New York. Et pourtant, il y a un moment où tout à coup, des esprits deviennent inaccessibles au dialogue de raison pour se réfugier dans la nostalgie, dans la violence ou dans je ne sais quel mythe. Alors, j'ai peut-être envie, moi, d'essayer de dire ce que peut être une autorité qui crée de la confiance. C'est un exercice plaisant pour un responsable politique et j'ai envie de définir ce qu'est le prince éclairé d'aujourd'hui, ce que serait le prince éclairé d'aujourd'hui en 6 adjectifs. À mon avis, d'abord, il doit être bienveillant. Ça peut paraître curieux de commencer par là, mais en effet, quand on dirige un pays, ou une entreprise d'ailleurs, me semble-t-il, il faut aimer les gens avec qui on travaille ou pour qui on travaille. C'est fondamental. Ce qui veut dire aussi tolérer leurs différences, les écouter. Et donc cette bienveillance, cette bénévolence, elle est fondamentale. Deuxième adjectif, c'est, après bienveillance, c'est entraînant. Parce que dans une société où le scepticisme s'est beaucoup répandu, il doit y avoir cette capacité qu'on appelle le leadership en effet, à faire en sorte d'être capable d'être suivi. Mais pour être suivi, il ne faut pas se réfugier derrière des formes d'autorité qui sont trop verticales, il faut entraîner. Du coup, le troisième adjectif que j'utiliserai, c'est l'adjectif pédagogue. On vit dans un moment très compliqué, y compris et d'abord dans nos sociétés, les sociétés européennes, les anciennes cultures de la planète. La pédagogie de cette complexité internationale, européenne, nationale, elle est indispensable pour ce prince éclairé. Et il doit être rassembleur, c'est-à-dire qu'il doit en effet partir de ce que dit la loi de la majorité, mais tâcher d'élargir ceux qui peuvent se reconnaître dans son action. Il doit être ferme. J'ai bien entendu ce qui a été dit sur la Géorgie. Honnêtement, je ne pense pas qu'il serait sage aujourd'hui de diviser par 4 les forces de police en France. Ce n'est pas du tout ce qui a été insinué. Mais il y a une demande de sécurité en France et en Europe qui doit être entendue. Et on ne luttera pas contre les populismes par le désarmement. Pas non plus par des politiques qui soient des politiques violentes, brutales. Mais ce désir ou cette attente de sécurité doit être exaucé. Enfin, il doit être ouvert. Il doit être ouvert parce que nos sociétés le sont, parce que notre économie l'est, parce que le monde l'est. Et donc, il faut être ouvert à cette ouverture. Voilà, je suis conscient d'avoir dit beaucoup de généralités, que ce n'est pas très facile, mais je pense quand même que c'est ce vers quoi il faut tendre. Oui, monsieur. Oui. Raphaël Glucksmann. Je voudrais juste revenir sur cette idée de course de vitesse entre le populisme qui détruit la construction européenne et cette construction européenne. Et je pense qu'effectivement, d'ici 10 ans, on saura qui des deux l'a emporté. Mais ce qu'il faudrait auparavant, c'est que les gens s'expriment réellement sur une question qui fait sens, c'est-à-dire sur une alternative qui est réelle et qui est compréhensible par les peuples. Le problème de tous les sondages et de tous les référendums qui ont été faits sur l'Europe, c'est qu'en gros, la question n'était pas compréhensible puisque d'un côté, il y avait un populisme ou un nationalisme qui s'assumait et de l'autre côté, il y avait un désir d'Europe qui ne s'assumait pas, un leadership, puisqu'on en parle, qui n'offrait pas la véritable vision, ce vers quoi on tendait. Et je pense que si les gens sont réticents à répondre oui à une question qui touche à l'Europe, c'est pas tellement parce qu'ils sont contre l'Europe, mais c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on leur vend. Et je pense que si le choix était très ferme, au contraire, même si c'était une alternative bien plus radicale qu'un traité qui reste dans l'entre-deux, il y aurait plus de chances que le oui l'emporte parce qu'il y aurait un dynamisme. Les gens verraient que nous avons confiance quand nous essayons de leur expliquer que l'Europe est un pas en avant.
Or, quand on se cache et quand on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire quand on ne propose pas un véritable fédéralisme politique avec une véritable légitimité démocratique et un véritable gouvernement économique, on a beaucoup plus de chances d'avoir 60% de non, on a beaucoup plus de chances d'avoir 60% de oui quand on ne se cache pas que quand on se cache, même si l'alternative paraît plus radicale. Voilà. Diane Ducret, toujours sur cette thématique. Pour reprendre ce que disait Raphaël, que l'Europe soit un pas en avant et qu'il faille se diriger vers le fédéralisme, en effet, nous n'avons pas réussi pour l'instant à convaincre les populations, mais seulement à les persuader. Et à force de sondages, en effet, de sondages d'opinion, de pourcentage, je crois que l'art de la persuasion qui a régné en maître par rapport au savoir réel, à la notion de tangibilité de cette Europe fédérale. Il est temps d'en finir avec justement cet écueil de la persuasion qui n'est pas une véritable autorité. Voit-on un enfant tenter de persuader son enfant qu'il est bon d'aller à l'école ou qu'il est bon de prendre son bain? S'il le fait, c'est que dès lors, il a perdu son autorité. L'autorité n'est ni violence, ni art de persuader, elle est une hiérarchie naturelle. Du coup, justement, j'en reviendrai à ce deuxième point. Je crois que il est important de retrouver, tant dans l'entreprise, dans la politique, mais même au sein des institutions péripolitiques, de retrouver la notion de hiérarchie, tout simplement. C'est celle qui distingue la tyrannie, où un homme gouverne seul et conformément à sa volonté, sans principe de subsidiarité du pouvoir, c'est-à-dire que sa légitimité vient de lui-même et qu'elle ne se répercute pas sur la hiérarchie de la société. Et là, il faut faire attention, je pense, à l'idéal d'une société parfaitement égalitaire. Si nous sommes tous parfaitement égalitaires, la résultante est une société où la structure de hiérarchie n'est plus présente, l'idée même devient absurde. Dès lors, il n'y a plus de base portante à la pyramide de l'autorité qui doit se répandre tout simplement du gouvernant à l'ensemble des gouvernés et assurer leur responsabilité. Augustin Cochin, justement, nous demandait de faire attention à cet idéal de l'égalité. Ensuite, je pense qu'en troisième point, et j'en ai 4, rassurez-vous, c'est pas si long, je pense qu'il faut en finir avec la phobie de l'autorité. L'autoritarisme est une chose, je viens de le dire, où il n'y a pas de subsidiarité du pouvoir, où il n'y a pas de corpus de loi sur lequel repose le pouvoir. La phobie de l'autorité est une chose assez grave. L'autorité n'est jamais structurelle, elle n'est pas donnée en soi. Ce n'est pas parce que vous occupez un poste ou une fonction qu'ipso facto, les gens vous reconnaîtront comme légitime ou comme ayant de l'autorité. L'autorité s'incarne. Elle vient d'un homme et parfois, oui, un homme incarne une situation pour la faire évoluer ou pour dépasser les problèmes. On l'a eu récemment avec le général de Gaulle, on l'a eu avec Sadat qui a décidé d'incarner une autorité et d'engager un débat périlleux avec Israël qui lui a d'ailleurs coûté la vie. C'est parfois à ce prix-là que l'on peut faire un retour sur l'autorité en décidant de l'incarner et de ne pas la faire reposer sur des structures préexistantes. Et le dernier point, c'est celui de l'exemplarité. Tout simplement, aussi bien en politique intérieure qu'à l'extérieur, sans exemplarité, difficile d'imposer une autorité qui ne soit pas une violence ou qui ne soit pas celle d'une menace de la sanction. On parle des dictateurs, il y avait au bout du jour aujourd'hui la notion de crime contre l'humanité. Il est difficile de faire reconnaître à certains dictateurs moyen-orientaux la notion de crime contre l'humanité et tout simplement la Cour pénale internationale, puisque ces statuts qui ont été encouragés et créés par les États-Unis, eh bien les États-Unis eux-mêmes ne se sont pas placés sous sa juridiction. Allez donc faire admettre à un dictateur moyen-oriental qu'il doit lui se soumettre à sa juridiction, mais que la puissance qui va faire résonner des bruits de bottes dans ces rues, elle n'y sera pas soumise. Qu'est-ce qui différencie un crime contre l'humanité d'un humanisme éclairé voulant porter la démocratie qui va faire peut-être parfois autant de morts? Je sais que le propos est assez périlleux, néanmoins c'est un argument qui nous est souvent renvoyé dans la figure, qui est récupéré par les islamistes et qui perçoivent justement toute tentative de cessation du dictateur comme une agression. Et on parlait tout à l'heure du 11 septembre pour avoir travaillé longtemps justement sur l'homme qui est à l'origine de cette action terroriste dramatique, pour avoir interviewé personnellement ses collaborateurs, ses gardes du corps et tous les membres de la base, le mouvement qu'il a fondé.
lui a justement décidé de ne faire non pas une guerre islamiste, il a déclaré sa guerre comme étant laïque, réservant sa foi comme quelque chose de personnel, mais il a juste déclaré vouloir sortir de son pays ceux qui avaient foulé le pied de leurs bottes militaires, ceux qui avaient, au nom du droit international, au nom de la bonne conscience, au nom de la démocratie, décidé d'intervenir militairement, et il en a tiré sa légitimité. Pourquoi ? Parce que justement, là-dessus, il y a eu un manque d'exemplarité et les principes même d'universalité, de démocratie, qui sont importants, qui sont peut-être les seuls mêmes qui nous préservent de la barbarie, n'ont pas été prônés par ceux-là même qui la défendaient, et cela a donné des armes aux islamistes, aux terroristes, et cela donne encore aujourd'hui beaucoup d'armes à ceux qui veulent aller contre notre modèle chéri que tous nous jalousent. Donc l'exemplarité, je pense, aussi bien en politique intérieure qu'à l'extérieur, est un point essentiel et peut-être même la clé d'orgue. Pascal Lamy, Juste un mot pour rebondir sur la question de la construction européenne qui m'est chère, même si j'en suis éloigné pour l'instant. Aujourd'hui, en Europe, il y a un certain consensus sur la nécessité d'une autorité européenne, mais il n'y a pas du tout de consensus sur la nature de cette autorité. Depuis longtemps, depuis les débuts de la construction européenne, il y a deux écoles qui s'opposent sur qu'est-ce que ça doit être que cette autorité européenne. Ceux qui pensent que ce sont les gouvernements européens qui gouvernent l'Europe, et puis ceux qui pensent qu'il faut une instance, une autorité, sans doute sous le contrôle du gouvernement et du Parlement européen, qui incarne cette autorité et qui soit chargée d'en présenter les ambitions et la story. Bon. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, une des raisons du blocage de la construction européenne tient à ce désaccord profond sur la nature, qui d'ailleurs traverse, par exemple, pas seulement l'Europe en mettant certains pays d'un côté et d'autres de l'autre, mais traverse, par exemple, la vie politique française. En France, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire « Oh là, surtout pas une autorité supranationale, tout ça, c'est pas démocratique, il faut que ça reste dans les mains du gouvernement. » Le résultat de tout cela, c'est la situation actuelle dans laquelle vous êtes, si je puis dire, assis entre deux chaises. Vous avez, depuis Lisbonne, bricolage institutionnel digne du concours Lépine, vous avez deux autorités. Je fréquente un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements non européens. Je peux vous dire que le nombre de fois où ils me demandent discrètement qui c'est celui-là, pourquoi il est là, et pourquoi celui-là, il faut que je le voie aussi, et pourquoi celle-là, c'est, en termes d'expression d'une autorité, c'est catastrophique. Donc il y a des choses de base qui sont des questions de tuyauterie sur lesquelles, avant d'aller à l'essentiel, qui est l'accord politique, à mon avis, il serait bon de réfléchir, car la construction européenne ne peut pas continuer à avancer avec ce bricolage sur ce qu'est l'autorité. Merci. Il y a peut-être un dernier thème que l'on va évoquer avant de nous quitter, malheureusement, qui n'a pas été encore beaucoup abordé, mais je crois qu'il est pleinement d'actualité, d'une part parce que nous sommes ici au MEDEF, deuxièmement parce que le gouvernement en fait l'une de ces lignes de conduite, c'est le lien entre autorité et dialogue, autorité et concertation. Comment fait-on ? Jusqu'à quel point on dialogue, on se concerte, et à quel moment et comment doit-on faire jouer l'autorité ? Qui vaste sujet, mais je crois qu'il est d'actualité. Allez, Pierre Moscovici. Il me semblait que j'avais un peu répondu, puisque c'était là-dessus que j'avais fait ma première intervention. Je dirais simplement que je pense en effet que la méthode de gouvernement doit être celle du dialogue, de la concertation, qui n'est pas quelque chose qui empêche au final le politique d'utiliser sa propre légitimité, qui est encore une fois de fixer la règle au nom de la majorité et d'exercer sa compétence de la compétence.
Donc en l'occurrence, il y a un exercice qui est lancé, qui est la grande conférence sociale, auquel le MEDEF a participé, avec toute une série de chantiers. Je vais en citer 2, par exemple, au hasard. Le financement de la protection sociale, j'en ai dit un mot, mais il y a aussi tout ce qui concerne les rémunérations et la gouvernance d'entreprise. Sur ces sujets-là, je les connais un peu mieux que les autres, puisqu'ils sont un peu dans le ressort de mon ministère. Nous procédons non seulement à concertation, mais au préalable à consultation. Après aura lieu le dialogue. Enfin, sera prise une décision qui se traduira par des dispositions législatives ou par des décisions qui toucheront fondamentalement le financement de la protection sociale. Ce que je souhaite, c'est que nous soyons capables, ensemble, de définir les solutions qui soient les plus consensuelles possibles. Et sur ces 2 sujets, au fond, si je les prends pas longuement, j'ai explicité ce que je voulais dire sur le financement de la protection sociale. Nous sommes très attachés à notre État-providence. Il y a un modèle social français que, pour ma part, je ne crois pas que nous devions bouleverser, remettre en cause, modifier fondamentalement, mais il y a besoin de faire en sorte que le financement de la protection sociale, c'est ce que disait François Hollande au Conseil économique, social et environnemental, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, ne repose pas exclusivement sur le facteur travail. Il y aura donc des décisions importantes, influant sur la compétitivité, qui d'ailleurs ne seront pas uniquement basées sur tel ou tel impôt, peut-être, nous verrons bien, qui doivent être prises. Je souhaite qu'on y travaille ensemble. Quant à l'autre sujet, celui des rémunérations ou celui de la gouvernance, je sais qu'il est très sensible, mais nous devons être conscients tous qu'il y a eu dans ce pays une telle explosion des inégalités, des comportements tellement extravagants, que se produit ce qui était évoqué il y a une seconde, c'est-à-dire une demande d'exemplarité. Elle s'applique à tous. L'exemplarité, elle s'applique aux acteurs politiques. Et c'est un certain nombre de choses que nous avons commencé à faire. Mettre en place un gouvernement qui soit un gouvernement totalement paritaire, le renouveler, faire en sorte aussi que les salaires, c'est symbolique, mais c'est important, du président de la République, des ministres, soient abaissés, prendre des règles en matière de rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. On ne peut évidemment pas prendre les mêmes pour les dirigeants d'entreprises privées, je veux vous rassurer. Mais cette exemplarité, cette notion, elle doit être partagée. Je sais que vous y réfléchissez. Il y a eu le code AFEP-MEDEF. À mon avis, il n'est pas tout à fait suffisant. Mais il faudra aller plus loin sur certains types de rémunération, les stock options, les retraites chapeau, les parachutes dorés. Et il faut aussi être capable de définir ce qu'est la place des salariés dans les conseils d'administration ou dans les comités de rémunération. Il y a là un espace pour le dialogue. Et au final, ce que je souhaite, et c'est ma réponse à la question de Gérard Leclerc, c'est que le dialogue serve réellement et la concertation à éclairer la décision qui passe à la fin par l'autorité politique, c'est-à-dire par le binôme gouvernement-parlement avec le contrôle du juge constitutionnel. C'est ça la méthode que je préconiserais. Michel Pébreau, sur ce couple autorité, dialogue, concertation. Oui, je vais rester sur le terrain de l'entreprise. Je crois que l'autorité nécessite à certains moments des décisions que l'urgence empêche de concerter. Donc la question qui se pose est dans quel contexte se situent ces décisions. Elles doivent se situer dans un contexte dans lequel le dialogue a été permanent sur les sujets fondamentaux de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise a un projet. Toute décision, y compris des décisions urgentes, doit s'inscrire dans ce projet. Il faut donc que le projet soit clairement défini et que ces inflexions éventuelles soient bien expliquées et justifiées. Je dirais que pour se placer au niveau de l'État, ce qui est un autre domaine, ça veut dire concrètement que les décisions sont d'autant plus légitimes que l'état de droit a été stabilisé. L'un des problèmes que nous avons pour justifier des décisions, c'est la solidité de l'état de droit dans lequel elles se placent. Avoir en quelque sorte un cadre qui ne cesse de changer est pour une communauté humaine extraordinairement perturbant. Le projet de l'entreprise, c'est en quelque sorte son état de droit. Toute décision qui se réfère à cet état de droit, si le projet a été expliqué et accepté, va être bien accepté.
La deuxième nécessité est que, au sein de l'entreprise, les systèmes de communication soient établis et qu'aucun des niveaux de communication ne soit jamais oublié. Dans la mesure où l'entreprise est un groupe relativement important, il est en effet fondamental que les différents niveaux de communication se convainquent de la nécessité de l'action pour pouvoir convaincre ceux des collaborateurs de l'entreprise qui dépendent d'eux. Une grande entreprise, c'est une somme de PME. Il faut que chacune des PME se convainque que la décision est bonne pour qu'elle soit finalement acceptée. Et donc je dirais que le dialogue n'est pas indispensable au niveau de certaines décisions urgentes, à condition qu'il ait été permanent dans la vie de l'entreprise au préalable, qu'il ait établi le climat de confiance et d'exemplarité qui sont nécessaires pour que les décisions d'autorité soient acceptées. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Écoutez, je pense qu'on va en rester là. Il me reste, je crois, à votre nom tous, à remercier les intervenants pour la qualité de leurs propos sur un sujet qui n'était pas simple. Et puis, à vous donner rendez-vous, notamment dès demain, pour la dernière conférence plénière sur l'union fait la force. Merci à tous, à bientôt.